C'est élémentaire, mon cher Watson. Bonjour Monsieur Pancardassac, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Je suis aujourd'hui venu vous voir pour votre conférence et vous poser quelques questions sur celle-ci. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? La conférence? Oui, de vous parler de Un petit votre résumé, conférence. un petit résumé. Enfin, voilà, nous faire un petit résumé. Bon, pour alors, ceux qui- bon, le titre, vous le savez, c'était Politique d'abord. Politique d'abord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout parle de la politique, y compris les problèmes religieux, puisque si il n'y avait pas eu l'évolution de la politique à partir de la Révolution française, Ouais. on n'en serait pas arrivé à l'état de faiblesse de Rome, parce qu'il n'y a plus de pouvoir politique suffisant qui puisse la soutenir. Donc tout est là, c'est le politique d'abord. Il faut d'abord faire la bonne politique si on veut pouvoir soutenir une bonne religion. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous y avez dit dans cette conférence? Oh là, mon cher, il faut presque En la quelques recommencer. Alors là, vous abusez. Ouais. C'est vrai que ouais, Vous c'est pas abusez. évident. Eh bien, écoutez, j'ai tout de même évoqué, j'ai fait d'abord un certain nombre de rappels historiques pour bien poser la question, démontrer justement que tout part du politique, et que si on ne se préoccupe pas du politique, il ne faut pas s'étonner que le reste déraille aussi. D'accord. Moi, il y avait vraiment vous avez employé une expression qui m'a vraiment plu. Il résonne, en parlant du peuple français, alors je ne sais pas si expression est le terme adéquat, mais voilà. Il résonne juste, mais avec des données fausses, en parlant du peuple français. Oh, c'est pas simplement le peuple français, c'est le problème de tous les peuples, puisque tous les peuples aujourd'hui sont soumis à la même manipulation démocratique, Ouais. disons démocratique entre guillemets, qui fait que le citoyen est programmé à l'avance. On ne lui demande pas son avis sur les sujets qu'il connaissait autrefois directement de par son métier, de par ses rapports sociaux dans son coin, dans sa province. Maintenant, il ne peut le juger qu'en fonction de ce que les médias lui disent. Or, qui tient les médias? Le pouvoir. Le pouvoir, quel pouvoir? Le pouvoir, les banques. Les banques, donc tout ce qui est lobby, finance, etc., qui en général sont intriqués l'un dans l'autre. D'accord, oui, ce qui explique que malheureusement, ils n'ont pas trop leur mot à dire. Et regardez cette liberté, soi-disant entre guillemets, des citoyens. Quand par hasard le peuple vote correctement, se méfie et rejette la communauté européenne, qu'est-ce qu'on lui fait? On le fait revoter justement, il vote correctement, hein, parce que par le biais du soi-disant traité de Versailles que Sarkozy a inventé. Oui, oui, oui. Donc voilà, voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant à remarquer, ça j'aurais pu en parler tout à l'heure, mais il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est pas mais faux, ouais. Il faut bien comprendre ce que cela représente. Le référendum proposé par Chirac a été fait par référendum, alors que le traité de Lisbonne a été adopté par les députés qui l'ont accepté, alors que ça avait été refusé par les Français par référendum. Ce qui veut dire, ipso facto, que les députés ne représentent pas la volonté de leurs électeurs. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, mais c'est ça que de toute façon, la plupart des députés sont soumis à des lobbies. Hein, ça, évidemment. Et je dirais que c'est tous des lobbyistes. Ah, mais c'est en chaîne, c'est un lobbyisme en chaîne à différents degrés. Ben ça, c'est clair et net. Alors maintenant, on va s'intéresser, si vous le permettez, à un milieu qui vous correspond le mieux, c'est le milieu nationaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, malheureusement, on a comme référence c'est le milieu nationaliste sur Internet, puisque c'est où il habite le plus, sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, vous avez raison de dire que c'est plus sur Internet qu'on retrouve le plus de vrais nationalistes. Parce que si on regarde les structures qui se disent nationalistes, j'en ai parlé dans ma conférence, j'ai parlé de Rivarol, de ce malheureux Jérôme Bourbon, j'ai évoqué le Parti nationaliste français, etc. Tout ça, ce sont de très beaux noms. Mais quand on regarde le contenu et où ils en sont, c'est misérable, ça ne représente rien du tout. Et rappelez-vous ce que j'ai cité dans ma conférence, comment un journal comme Rivarol, qui se dit nationaliste, a-t-il pu laisser passer un article de ses collaborateurs, Pierre Vial,
qui prônait le séparatisme du Pays Basque et autres broutilles du sud-ouest de la France, en alliance avec la Catalogne espagnole, qui risque de ne plus l'être. Donc voilà un journal soi-disant nationaliste qui prône un séparatisme. C'est invraisemblable. En plus, le séparatisme qui est encouragé par Israël, je le répète. Hein. Mais exactement, Le séparatisme, c'est le séparatisme. Mais c'est quoi? C'est conservateur d'eux-mêmes et destructeur des autres. Puis on pourra voir que derrière pas mal de mouvements séparatistes, il y a des derrière. Bien entendu, j'ai cité aussi, rappelez-vous dans ma conférence, l'exemple du Kurdistan irakien, où les Israéliens eux-mêmes se vantent d'être derrière cette décision de séparatisme. Ils s'en vantent eux-mêmes. C'est pas nous qui le demandons, c'est eux qui le disent. Oui, mais en fait, pour dire quelque chose sur les... Il faut en être content. C'est-à-dire que quand on dit Jacques Attali dit exactement la même chose que dit le pire des antisémites, sauf que lui s'en réjouit, donc ça passe. Tout à fait, vu qu'il en est un aussi. Évidemment. Donc voilà, alors, tout à l'heure, vous avez parlé de deux personnages à qui vous êtes, on va dire, en froid, idéologique, bien évidemment, je ne sais pas humainement, ce n'est pas la question. C'est Monsieur de Benoît et Monsieur de Lesquen. Vous avez affirmé qu'ils avaient refusé un débat avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour les éventuelles personnes qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et ces personnages-là qui sont, je le rappelle, en général très respectés du milieu national. Très bonne question, effectivement. Bon, alors, ce qui m'a fait réagir, par exemple vis-à-vis d'Henri de Lesquen, c'est une déclaration qu'il a faite il y a quelques années. C'était dans le numéro 40 de sa lettre du Club de l'Horloge. On va remonter aux années 80 à peu près. Oui. Et je peux vous donner la référence, d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Et dans lequel il avait cette formule extraordinaire, invraisemblable, que c'était la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui avait constitué la nation française. Donc avant, la France n'existait pas. Alors que justement, c'est plutôt le contraire. C'est le plutôt le 89 qui a plutôt anéanti la France. Exactement, et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui. Donc, je me suis contenté à l'époque de signaler la chose. Il l'a appris, il m'a avoué depuis lors une haine inextinguible. Alors, il faut voir, si vous avez la curiosité, aller sur son blog, ce qu'il dit de moi, ce crétin de Ploncard, ceci de Ploncard, etc., etc., etc. Et à plusieurs reprises, alors, en plus de ça, sur son blog, j'en ai la photocopie. Il disait, mais Ploncard est un menteur, il raconte n'importe quoi, je n'ai jamais dit ça. J'ai le facsimilé de son article, et la première page de son article, il y a sa belle petite bobine. D'accord. Difficile de dire que c'est pas lui qui a dit ça. Et dans cette page-là, il y avait son visage et la petite phrase en question. Que je vous dise de plus. Là, oui, bon, alors, vous comprenez que dans ces conditions-là, ils ne sont pas tellement tentés de discuter avec moi. Ça, c'est une perte de mémoire, ça, c'est de la mauvaise foi. Je pense à la cause. Je vous laisse le choix. Quant à Alain de Benoît, alors Alain de Benoît, je l'ai suivi depuis longtemps, au point de vue de ses productions, au travers de sa revue Éléments. Et alors, je ne sais pas où il en est maintenant, parce que j'en ai d'ailleurs traité dans mon livre qui s'appelle Enquête sur la nouvelle droite. Ouais, oui. Et les textes d'Alain de Benoît sont absolument incroyables de haine envers le catholicisme. Ah oui? Hallucinant. Alors, si j'avais un exemplaire sous la main, je vous le dirais, c'est hallucinant. Si vous voulez, je vous envoie une photocopie des principaux passages, c'est absolument hallucinant. Et alors, avec ça, un mélange de pornographie, invitant une actrice du porno, enfin, des trucs, mais... Et ça se dit grand philosophe. Alors, il ne faut tout de même pas rigoler. Alors, un personnage qui a été très pro-européen, pro-américain, puis qui bascule. Alors, c'est le genre d'individu un petit peu insaisissable, bien qu'on a tout de même quelques textes qui permettent de le saisir et solidement, mais qui fait des volte-face et qui trouble les esprits qui ne connaissent pas les textes antérieurs. Et c'est ça. Alors là aussi, je vais proposer un débat.
Courage, fuyons. D'accord, mais vous en pensez quoi? Parce que ça fait quand même un an, un peu plus, un peu moins, que dans le milieu nation, par exemple, c'est la grande mode de tirer sur les catholiques, sur le catholicisme de la France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, à votre avis, il n'y a pas une petite influence maçonnique là derrière? Et qui serait... Ben, ceux qui se prêtent à ce petit jeu-là. Hmm. Et il faut tout de même savoir, bon, la déclaration par exemple de Lesquin disant que la Ouais. France est née avec la déclaration des droits de l'homme de 1780, c'est une déclaration maçonnique. D'accord. Puis ça veut dire que ça naît avec ces déclarations des droits de l'homme qui sont des déclarations maçonniques. D'accord. Et puis en Non. plus, je remarque de plus en plus dans ce milieu-là, nation, puisque bon, le grand argument maintenant des nations, enfin le grand sujet de réflexion, c'est l'anti-islamisation, ce qui est une bonne chose, hein, c'est pas la question, Tout à et fait. l'anti-immigration, et puis c'est tout. Le problème, c'est que ça mène au républicanisme, puisque effectivement, contre l'islam, on nous prône que la seule solution, c'est le républicanisme. Et malheureusement, le républicanisme, c'est ce qui a fait que l'islamisation de la France est la venue des immigrés. Et c'est la grande, j'ai envie de dire, la grande arnaque et contradiction de la grande mode. Arnaque. On va dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez J'insiste raison. sur le terme arnaque. Arnaque. Alors, il faut démonter cette arnaque justement parce que ces braves gens, bon, il y a effectivement le danger islamiste, c'est comme me disait un des musulmans, je il y en avait deux, un là et un là, il me disait, oui, mais quand vous faites votre analyse, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous parlez de quel islam? Je lui dis, mais c'est évident, vous savez très bien la différence que je fais entre sunnisme et chiisme, ça commence déjà là, et vous êtes aussi divisés que nous sommes divisés entre catholiques. Oui. Hein, donc, c'est pas simplement vous. Et je lui dis, alors, bon, je fais peut-être un petit détour par rapport à votre question, mais je lui ai dit aussi, le jour où vous comprendrez que depuis le début de l'islam, vous êtes instrumenté par ce sera une révolution. Parce que non seulement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ils vous considèrent comme leur balai contre les chrétiens. Exactement. Ils se servent de vous tout en vous trucidant, d'ailleurs tout aussi avec oui, c'est vrai. Notamment en Syrie, en Irak et ailleurs, toujours dans cette dualité sunnite-chiite. Bon, pour en revenir à nos milieux qui ne voient que l'aspect visuel et physique de l'islam, bon, premièrement, qui nous impose cet islam chez nous? Ils ne sont pas venus à la nage, quand même. Ceux qui veulent aujourd'hui, soi-disant, être alliés avec nous. Ils ne sont pas venus à la nage, les musulmans. Non. C'est donc nos hommes politiques qui les ont fait venir, qui continuent à les faire venir, à nous les imposer. Bon, alors, quand on pleurniche sur les attentats, moi je veux bien. Mais là encore, première mesure à faire, couper les pompes aspirantes. Fermer les frontières, couper les pompes aspirantes. Trouvez-vous normal que les migrants aient davantage financiers que des Français nécessiteux? Trouvez-vous ça normal? Alors, c'est toute cette réflexion que ces milieux nationaux, je ne dirais pas nationalistes, nationaux, que je aborde, il n'y a pas d'autre terme, vu leur bêtise, ne comprend pas. Et notre drame, c'est qu'on n'a pas d'alliés dans notre propre camp, parce qu'ils sont manipulés, ils ne comprennent pas. Oui, ça, je crois que vous avez compris. J'ai été assez lourd là-dessus. Non, oui, mais même moi, je l'ai compris par moi-même il y a en plus en profondeur il y a quelques mois, parce que alors écoutez, on va déborder là-dessus. D'où les attitudes, j'ai parlé d'Abauzit tout à l'heure, Adrien Abauzit. Adrien Abauzit, il n'a fait que reprendre l'analyse tordue d'un certain Conversano. C'est pas faux. C'est pas faux. Qui prône quoi? Au nom du nationalisme, puisqu'il ose, cet individu ose utiliser le mot nationaliste. Hein, pour prôner Daniel Conversano. Daniel. Pour prôner un soi-disant nationalisme, mais oui. Mais c'est faramineux. Je me suis c'est ne pas avec savoir ce que mois d'août justement pour ça. Il m'a fait une bonne petite réponse bien aimable et insultante sur YouTube. Et l'insulte. Oui. Enfin, pas d'argument, mais voilà. Alors, il a failli m'avoir, mais comme je suis tout de même un vieux renard,
il a voulu m'avoir en m'invitant. Et avant de me laisser inviter par quiconque, y compris par vous, mon cher, je m'informe. Et j'avais vu déjà quelles étaient ses productions. Et bon, j'ai compris que c'était un piège, d'ailleurs, un piège dans lequel Alain Soral est tombé. Il est insultant avec tout le monde, un peu comme Henri de Lesquen. Dont Henri de Lesquen. Henri de Lesquen lui-même fait la publicité de Conversano. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça m'étonnerait pas. Ah non, ça je vous le promets. Il s'est un petit peu fait moucher. Hein? Il s'est un petit peu fait moucher pendant l'entretien. Et qui s'est fait moucher entre en fait Lesquen et Conversano. En tout cas, j'ai lu un texte de Lesquen parlant du bon travail fait par Conversano. Oui, ça devait peut-être être avant. Alors bon, il y a des étapes, il y a des époques, c'est évident. Enfin, vous voyez, c'est ce magma indéfini, indéfinissable, c'est tout et n'importe quoi. C'est invertébré, inconsistant, c'est de la mélasse. Puis bon, de ce que j'ai observé, bon, je vais pas faire 10 minutes, on va pas faire 10 minutes sur Monsieur Conversano parce que moi, j'ai même pas pris la peine de lui répondre parce que voilà, j'ai vu le niveau de sa réponse quand il m'a, voilà. La seule chose qu'il ait fait, c'est de me dire que j'ai 24 de QI et il a pris une petite vidéo, il a pris une petite partie d'une vidéo où malheureusement, de mon interview justement avec Lesquen où j'étais pas bien, je revenais de 10 heures de procès, j'étais très fatigué et il le sait parce que lui et moi, lors d'une soirée qu'on a passée chez lui, je lui avais dit, il avait très bien compris. Donc il le savait très bien, mais il a voulu me dire, faute d'avoir des arguments contre moi, il a utilisé cet argument. Alors vous avez parlé de QI, ça me rappelle un bon petit souvenir de la part d'Alain de Benoît. Oui. Quand il a eu connaissance de mes critiques basées sur ses propres textes, parce que quand je prends quelqu'un bien en tête, j'ai toujours leur citation avec la référence. Oui. Il a répondu en disant « Discuter avec Poincaré, c'est pas la peine ». Il a un QI à 2 chiffres et encore avec une virgule au milieu. C'est le grand argument. C'est le grand argument. Sinon, on dit soralien. Quand vous entendez ça, ça va, c'est replié. Oui. Puis de toute façon, en fait, soit on nous met dans la catégorie QI à 2 chiffres, soit soralien, soit voilà, il y a un côté, t'es pas d'accord avec moi, donc tu es forcément du côté opposé. Et forcément, tu es pas d'accord avec moi, donc tu es un imbécile. Voilà. C'est ça. Alors pour finir pour cette interview, tout à l'heure on a vite fait aborder le sujet de la Catalogne. C'est ici que pourrait se jouer ce mardi l'avenir de l'Espagne. Au Parlement régional, le président Carles Puigdemont envisage d'inviter les élus à déclarer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne. 8 jours après le référendum d'autodétermination qui a vu le oui l'emporter, aussi illégal et contestable soit-il, dans les rues de Barcelone, beaucoup veulent aller jusqu'au bout. Nous ne ferons plus marche arrière. Ça fait 300 ans qu'on lutte pour ça, donc il n'y aura pas de marche arrière. La Catalogne risque gros, le gouvernement central menaçant de lui retirer son autonomie en déclenchant l'article 155 de la Constitution. Pour une partie des résidents, faire sécession serait dès lors irresponsable. Je suis d'accord pour que l'Espagne continue à être l'Espagne et que eux revendiquent ce qu'ils veulent revendiquer, mais jusqu'à un certain point. La façon dont ils le font ne me semble pas être la bonne. Signe de la tension extrême dans laquelle vit Barcelone, la police a passé au crible le siège du gouvernement autonome à la recherche d'éventuels explosifs. Quant à la haute cour de Catalogne, elle a demandé à Madrid des renforts pour protéger ses locaux au cas où l'indépendance serait proclamée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la Catalogne? Oui, c'est un sujet très actuel et votre avis dessus m'intéresse. Bon, alors, la Catalogne a toujours été une épine dans le pied de l'Espagne. Toujours. Il y a toujours eu un problème. Bon, un problème d'identité, incontestablement. Et c'est toujours la même chose. Tant que le pouvoir central est fort, il n'y a pas de problème. Dès que le pouvoir central s'affaiblit, alors à ce moment-là, tous les particularismes explosent parce qu'on veut être le petit chef dans son petit coin, plutôt d'être le second, le troisième ou le quatrième dans la grande structure. C'est classique. Et alors, justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le mondialisme joue à fond là-dessus, puisque vous savez très bien que le projet du mondialisme messianique, c'est de faire disparaître les nations, parce que pour qu'ils puissent s'imposer, il faut que les nations disparaissent. Et j'ai cité, tout à l'heure, où c'était lors de l'entretien ce matin, la formule que j'utilise déjà à plusieurs reprises, parce que je trouve que ça définit
parfaitement le problème du monde par rapport à nous. Toutes les nations doivent disparaître sauf une, pas besoin d'un petit dessin. Tous les peuples doivent disparaître sauf un, pas besoin d'un petit dessin. Et toutes les régions doivent disparaître sauf une. D'accord. Tout est là. Vous pensez que l'histoire de la Catalogne, c'est un peu l'histoire avec l'Ukraine et la Russie? Je vous signalerai, et c'est un journal, un quotidien espagnol, La Vanguardia, qui au mois d'août 2016 avait signalé que derrière les menées indépendantistes catalanes, il y avait qui? La Bretagne. Non, c'est ça. Un certain George Soros. Ah pardon. Ouais, enfin, c'est pareil en même temps. Voilà, vous avez quelque chose contre les Bretons? Non, breton en langage de Dieudonné. Oui, breton en tête ronde, c'est ça. Le langage Dieudonné, c'est les gens qu'on n'a pas le droit de nommer. Donc voilà. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et alors, bon, si vous voulez, pour terminer, pour clôturer sur voilà, l'affaire de ces tendances indépendantistes catalanes et le référendum, qui était une escroquerie, que j'ai expliqué lors de mon entretien. Ils ont fait les votes dans les rues, puisque les écoles avaient été fermées. Oui. Donc, il n'y a pas eu le moindre contrôle d'identité. Les gens ont pu voter et revoter aux différents coins de rue. C'est invraisemblable. On nous dit que ça a fait 90%. Mais 90% de combien de votants? Là aussi, on n'a aucun chiffre. C'est du n'importe quoi. Et les médias marchent dans la combine. Donc là encore, manipulation de l'opinion publique. Et alors, comment se fait-il que les médias favorisent la divulgation des menées séparatistes en Catalogne, mais que quand les russophones en Crimée ont voulu être rattachés à la Russie, c'était pas bien? Ouais. Hein? Quelque chose qui Et comment se fait-il là aussi que c'est bien en Catalogne, c'est bien en Kurdistan irakien, mais c'est pas bien en Crimée russe? Cherchez l'erreur. Ouais, la raison a Cherchez l'erreur. La raison, des raisons que la raison c'est ignore. toutes les contradictions occultes des médias qui sont tenus par les lobbies, comme on sait. D'où ma référence éternelle, justement, à partir de la Révolution, le citoyen étant déconnecté des réalités qu'il pouvait connaître directement et manipuler. Et alors, il y a un autre élément aussi à souligner à ce sujet-là, c'est qu'autrefois, le citoyen n'avait pas besoin de presse pour savoir ce qu'il devait faire, puisqu'il le vivait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'il soit informé, il faut une presse qui coûte cher. Il faut payer des journalistes, il faut payer l'impression, il faut payer la diffusion, etc., etc. Alors qu'autrefois, on n'avait pas besoin de presse, donc ça ne coûtait rien. Donc vous vous rendez compte de la révolution que ça a représenté. Ce qui est intéressant, c'est que on est quand même une époque où vraiment les galères deviennent de plus en plus visibles et les gens ont encore besoin plus de médias qu'avant, alors que les problèmes sont de plus en plus visibles. C'est ce qu'on appelle un peuple programmé, voilà. formaté. Oui, c'est malheureusement le grand problème et tant de notre époque. Tant que les Français, entre autres, et les peuples en général ne comprendront pas la façon dont ils sont manipulés, eh bien, ils continueront à être les victimes de tous ces lobbies. D'accord. Bah, oui. C'est de toute façon, malheureusement, on pourra faire tout ce qu'on veut comme mouvement. C'est élémentaire, mon cher Watson, comme disait un certain Sherlock Holmes. Exactement. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Ce fut un plaisir de cette interview. Et puis je vous dis à une prochaine fois.